Alors, je voudrais d'abord vous dire, Madame la Ministre, à quel point je suis heureux, donc, de participer, heureux et joyeux, de participer à ces premières universités d'été du féminisme, heureux et fier d'avoir eu le droit d'y parler, malgré celles et ceux qui auraient adoré m'en empêcher. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que vous n'avez pas autorisé, Madame la Ministre, la confiscation du débat par une seule vision du monde. Vous n'avez pas permis la réduction du débat à la profération univoque d'un sermon sans nuance. Bref, vous n'avez pas vu dans l'absence de désaccord la condition d'une discussion constructive, vous ne vous êtes pas laissé faire, et si vous me le permettez, ça a de la gueule. Une démocratie n'a rien à craindre de ses ennemis. Au contraire, ses ennemis la mettent à l'épreuve. Mais elle a tout à craindre de ses lâches. Or, certaines époques sont truffées de lâches à qui l'esquive tient lieu de victoire. L'esquive ou le boycott. Et la nôtre en fait partie, malheureusement. Mais on y trouve aussi des gens courageux, moins nombreux. Et vous en faites partie, Madame la Ministre, car je vous ai déjà vu changer d'avis, mais je ne vous ai jamais vu revenir sur une décision. On prendra d'ailleurs toute la mesure de ce courage en songeant que d'autres ne l'ont pas eu et que ce n'est pas la première fois que vous essuyez anathèmes, avanies, insultes pour avoir eu l'audace de me donner la parole sur ce sujet. Au mois de février dernier, vous avez été vilipendé pour m'avoir confié l'écriture de la préface à la réédition de votre livre consacré à la culture du viol. Ce petit texte de ma part a fait l'objet d'accusations insensées qui m'ont valu un procès en antiféminisme que d'aucunes ont décidé de rejouer aujourd'hui à l'occasion de ces universités d'été afin de prouver par le vacarme l'illégitimité de ma présence. Tout ça pour dire que, si bizarre que ça paraisse, la question à laquelle vous m'avez proposé de réfléchir aujourd'hui se pose effectivement. Peut-on parler du féminisme quand on est un homme? Mes propos sont-ils, comme mes détracteurs tristes le pensent, l'émanation directe du patriarcat qui parlerait à travers moi? Mes paroles sont-elles l'illustration parfaite de ce qu'il advient quand un homme qui revendique son féminisme tient un discours critique sur le fond et la forme à l'encontre de certaines thèses? Mes mots sont-ils un exemple de mansplaining ou de male tears, du mâle qui chouine de peur de perdre ses privilèges tout en cherchant à se donner une bonne conscience progressiste? Suis-je mal placé en qualité d'homme, c'est-à-dire, de mâle blanc cis hétéro, pour faire valoir des désaccords dans un domaine où, contrairement à mes concitoyennes, je ne suis pas directement concerné? Toute critique en la matière devient-elle par essence, dès lors qu'elle est émise par un homme, la saillie débile, c'est une citation, d'un donneur de leçons, voire, comme ça a été diagnostiqué dans mon cas, une profession de foi antiféministe? Alors, puisque la question est posée, puisqu'elle m'est posée, je vais donc essayer d'y répondre, et en tout cas, la prendre au sérieux. À première vue, pardon de le dire, la question est quand même très bizarre. Je veux dire, il est un peu fou d'adopter une définition si étroite et tellement sexuée du féminisme qu'on en vienne à douter de ce qui me semble, et à d'autres, une évidence. Qu'on vive comme un progrès le fait de tenir le féminisme comme étant d'abord le problème des femmes et non d'emblée le problème de l'humanité tout entière. Or, cette question se repose inlassablement dans tous les combats menés au nom de l'égalité entre les individus. Faut-il privilégier la parole des concernés, en un mot? Comprenez, celles et ceux qui vivent la discrimination dans leur chair, en reléguant à sa juste place celle des paroles qui ne subissent pas au quotidien les conséquences du racisme, du sexisme, c'est-à-dire une place subalterne dont le rôle est de diffuser et de valoriser la première et jamais de la questionner? Ou bien une telle répartition des rôles a-t-elle pour effet d'accentuer les divisions et le cloisonnement des individus en catégories hermétiques et conflictuelles, au point de reporter la question d'une humanité commune aux calendes grecques? Il est vrai que rien ne remplace le fait d'avoir vécu ce dont on parle, ni la qualité d'un témoignage, comme il est vrai que l'approche universaliste et républicaine que je revendique, qui refuse qu'une parole soit évaluée selon la couleur, le sexe ou le CV de l'énonciateur, ne peut faire l'économie elle-même, sauf à tomber dans des considérations hors sol, d'une prise en compte des raisons pour lesquelles certaines ont cru bon de communautariser ainsi le combat féministe, le communautariser, c'est-à-dire le féminiser radicalement. Spinoza, au début du traité politique, a cette phrase qui est un viatique pour l'existence, en particulier quand on est prof de philo, vous m'avez présenté flatteusement comme philosophe, cette appellation ne me concerne pas. Spinoza dit, lui, philosophe, « Je me suis soigneusement abstenu de tourner en dérision les actions humaines, de les prendre en pitié ou en haine, je n'ai voulu que les comprendre. » Alors allons-y et comprenons. On va commencer par un exemple, si vous le voulez bien, un exemple tout à fait consensuel, la non-mixité. Il faut comprendre que la non-mixité,
comme mode d'organisation militante, c'est-à-dire le choix de réserver certaines réunions et actions aux concernés, a l'avantage de permettre aux personnes qui subissent une oppression de se retrouver entre gens qui ont vécu la même chose et connaissent les mêmes difficultés, de se sentir en confiance pour réfléchir aux discriminations qu'elles rencontrent et à la meilleure façon de lutter contre elles. L'idée étant que si les hommes sont absents, les femmes ne se sentiront pas jugées par ceux qui, ne subissant pas la même chose qu'elles au quotidien, ne savent pas ce que ça fait et sont prompts à dénigrer ou remettre en question leur témoignage, faute de le comprendre ou tout simplement de l'écouter. La non-mixité n'est donc, à première vue, pas sans vertu et fait preuve d'une certaine fécondité, si j'ose dire, notamment dans les mouvements féministes des années 70. Mais à quel prix? À quel prix? N'en déplaise à ses défenseurs, la relative efficacité d'une méthode n'a jamais préservé de ses effets délétères, tout comme l'efficacité d'un médicament n'exclut pas en soi la possibilité d'effets indésirables. Dans le cas de la non-mixité, qu'elle soit pratiquée en contexte féministe ou bien en contexte antiraciste, l'effet indésirable ne peut pas être négligé puisqu'il tend à saper l'objectif même que l'on donne à la lutte. Comment combattre le manque d'inclusion des femmes au sein de la société tout en reproduisant une logique de séparation? C'est quand même pas très compliqué. Exclure les hommes, fût-ce de manière ponctuelle et limitée. Est-ce vraiment la meilleure manière d'inclure les femmes? À cette objection classique, les partisans de la non-mixité répondent que celle-ci est sans commune mesure avec une ségrégation, puisque d'une part, la non-mixité est un moyen et non une fin ou une vision du monde, et qu'elle ne prétend pas imposer un modèle à la société, contrairement à la ségrégation, et que d'autre part, il s'agit d'une tactique ponctuelle, limitée dans le temps et dans l'espace, qui s'articule à des pratiques mixtes et qui se pense comme provisoires, c'est-à-dire appelée à disparaître le jour où elle cessera d'être nécessaire parce que les femmes ne ressentiront plus le besoin de faire cavalier seules. Il n'y a donc aucun sens pour les partisanes de la non-mixité, pour les hommes, à s'émouvoir de ne pas y être conviés, de même qu'on ne présente pas les réunions des alcooliques anonymes comme interdites aux non-alcooliques. Ces derniers savent simplement qu'ils n'ont rien à y faire et que ça ne les concerne pas. Il n'y a aucun sens pour les partisans de la non-mixité à présenter comme interdites aux hommes ou aux blancs des réunions qui ne les concernent pas, sinon pour, encore une fois, prouver que les hommes sont nombrilistes au possible, ramènent tout à eux et ne peuvent pas supporter qu'on organise des événements sans les y inviter. Alors, les choses ne sont pas si simples, évidemment. On trouve dans ce raisonnement une faille terrible, dont ceux qui s'en réclament ont conscience d'ailleurs. Car le fait d'insister, comme ils le font, sur le caractère provisoire et limité de la non-mixité revient à suggérer, même inconsciemment, même implicitement, qu'on connaît, quand bien même on y serait favorable, les risques que ferait courir à l'unification de la société l'extension dans le temps et dans l'espace d'un dispositif aussi cloisonnant. Et puis surtout, ce serait pécher par optimisme ou par cécité volontaire que d'imaginer qu'on laisse l'esprit de division derrière soi quand on sort d'une réunion non mixte. Il est faux de prétendre que la non-mixité n'imprègne pas fondamentalement la vision du monde et de la société de celles et ceux qui y recourent, et qu'elle ne peut pas favoriser la tentation d'un repli communautaire. Comment croire qu'il n'y a aucun lien de causalité entre l'isolement des femmes de toute présence masculine dans des réunions féministes et la diffusion de discours simplificateurs où, 1, tous les hommes, du prédateur au féministe, sont mis dans le même panier, et 2, toutes les femmes qui s'opposent à ces discours sont présentées comme des antiféministes ou des alliés objectifs de l'ennemi. Qui peut dire que l'extension tendancielle du champ de la non-mixité raciale ou féministe n'a aucun effet sur les mentalités et n'est pour rien dans la racialisation croissante des discours et dans les anathèmes jetés sur les personnes de couleur qui refusent cette logique séparatiste et communautaire et que les militants désignent par sale bounty, collabeur ou encore négresse de maison. À y regarder de plus près, c'est la notion même de concerné qui est problématique. Car le fait même de comparer des réunions non mixtes à celles des alcooliques anonymes revient à suggérer que les discriminations combattues par ces réunions ne concernent que ceux qui en souffrent directement. L'erreur est perceptible ici dans le choix de l'analogie. Le sexisme ou le racisme n'est pas l'alcoolisme, précisément. L'alcoolisme est un problème psychologique, en tout cas personnel, dont le malade ne peut se sortir que s'il le souhaite vraiment. C'est donc son affaire à lui, ou à elle, pardon, et ce n'est pas celle des autres. Bien. Mais le sexisme et le racisme sont des problèmes sociaux, politiques et d'emblée collectifs. Ils sont, comme la peste, l'affaire de tous et mettent en jeu une société dans son ensemble. Or, l'espoir de résoudre un tel problème en séparant les concernés et les non concernés consiste déjà, rien que dans le choix des mots,
à en faire un problème communautaire et non social. C'est dire que le racisme est l'affaire des racisés, la négrophobie l'affaire des Noirs, l'antisémitisme l'affaire des Juifs, tant qu'on y est. De la même manière, croire qu'en substituant sororité à fraternité, on rétablit la mesure et on s'attaque au précaré idéologique de la domination masculine, c'est faire comme si le fait de combattre le mal par le mal, si j'ose dire, pouvait le faire magiquement disparaître au lieu de le renforcer. En un mot, la non-mixité présente comme une promesse ultime de réconciliation le geste qui aggrave la situation, perpétue l'exclusion, disloque la société et flatte la tentation du repli sur soi. Et comment comprendre le postulat selon lequel le racisme, subir le racisme, donnerait une expertise théorique en la matière? Depuis quand la violence qu'on a subie est-elle bonne conseillère? Le fait qu'il me soit arrivé maintes fois de subir des insultes antisémites ou de défendre mon fils qui était attaqué plus violemment que moi-même, fait-il de moi un expert en la matière? Ce serait trop facile. C'est pas un diplôme, ma souffrance. Si le témoignage d'une victime est essentiel, son traumatisme n'est pas une garantie. Au contraire, son traumatisme est la garantie que dans la plupart des cas, ses propres douleurs lui sembleront plus douloureuses que celles des autres. À dire vrai, et c'est une injustice de plus, les victimes sont plutôt mal placées pour juger du juste et de l'injuste. Alors, c'est injuste, bien sûr, mais c'est évident. Comment être victime sans être tenté de confondre ce qui est juste en soi avec ce qui est juste à ses propres yeux? La souffrance est une loupe qui donne à ce qui nous arrive l'ampleur d'une vérité universelle. Et comment en vouloir à celui qui souffre? Comment, à cet égard, ne pas confondre la justice et la vengeance, ni perpétuer l'injustice en y ajoutant son contraire? Qui, mieux qu'une victime, peut impunément devenir le bourreau de son bourreau et dire ensuite, culture de l'excuse, qu'il faut lui pardonner ses outrances en comprenant la souffrance qui leur donne le jour? Pour des raisons évidentes, il est plus difficile d'être équitable quand on est concerné. Non seulement nos souffrances ne sont pas un diplôme, ni une compétence, mais elles sont même, injustice suprême, un handicap. Être victime parce qu'on est juif, noir, blanc, arabe, ouvrier, femme, trans ou homosexuel ne donne aucune compétence spécifique en matière de haine et devrait inviter à l'inverse à se méfier de son propre jugement. Jugement. Être victime n'est pas un passe-droit. Être victime est une exigence supplémentaire. Le féminisme, et les armes que certaines se donnent en son nom, soulèvent donc, à mon sens, des questions délicates, qui nuisent à celles et ceux qui décident de les ignorer ou de les criminaliser. Et si l'on se penche sur les reproches qui avaient été adressés à mon petit texte sur la culture du viol, on trouvera une illustration tout à fait symptomatique, je crois, de la manière dont l'étiquette anti-féministe peut être instrumentalisée afin d'étouffer les critiques, qu'elles viennent d'hommes ou de femmes, adressées à une certaine orthodoxie militante. Oh, il eût été facile à mes détractrices d'attaquer mon texte sur le fond. Personne n'a raison, complètement raison. Toute argumentation présente des failles. Et s'engouffrer dans ces failles pour faire vivre une thèse adverse est une exigence démocratique et une sanction de la raison que j'aurais adoré subir. Mais non, au lieu de cela, ils et elles ont choisi de voir dans mes lignes un crime de lèse-féminisme en brandissant 3 chefs d'accusation sur lesquels je vais revenir. 1, à leurs yeux, je nierais l'existence de la culture du viol. 2, je rendrai les victimes responsables des agressions qu'elles subissent. Et 3, j'instrumentaliserai le féminisme pour servir un agenda discrètement raciste. Alors, s'il vaut la peine, je crois, de revenir avec vous aujourd'hui sur ce procès, ça n'est pas pour me défendre d'accusations tellement fantaisistes qu'elles s'annulent elles-mêmes, mais c'est pour mettre en évidence les esquives et les compromissions dont elles sont le paravent et qui concernent l'ensemble de la société et la pratique de ces dénis. Alors, on va procéder par ordre. Concernant la première accusation, selon laquelle je nierais l'existence de la culture du viol, dans le texte, qui fait 1 page, mes agresseuses auraient pu le lire jusque-là, dans le texte, je définis la culture du viol comme la culture de l'excuse appliquée au viol, c'est-à-dire comme l'ensemble des stratagèmes et des esquives qu'on invente pour banaliser les agressions et le harcèlement sexuel, pour reporter la faute sur la victime. Faut-il n'avoir peur de rien pour soutenir malgré cela qu'une préface à un livre sur la culture du viol proclame son inexistence? Je passe à la 2e critique, selon laquelle je rendrai les victimes responsables des agressions qu'elles subissent. Comment peut-on accuser de rendre les victimes responsables des violences qu'elles subissent un texte qui s'achève sur le verdict suivant, pardonnez-moi de me citer,
Le viol est un crime absolu dont l'auteur est inexcusable et dont la victime est innocente. Comment en vient-on à dire que je tiens pour responsable des victimes dont j'affirme l'innocence? Pour le coup, il n'y a pas vraiment besoin d'argumenter pour se défaire de cette accusation. Néanmoins, je voudrais observer une contradiction spectaculaire dans le discours de mes détractrices. Mes détractrices me reprochent d'être un homme qui dit qu'être une femme n'a jamais empêché personne de desservir le féminisme, pas plus que le fait d'être un blanc ne me prive de dire, si j'en ai envie, que le fait d'avoir subi le racisme n'empêche pas d'adopter soi-même des comportements racistes. Or, les mêmes détractrices n'ont vu aucun inconvénient à accuser les 100 femmes signataires de la tribune parue dans Le Monde où elles revendiquaient une liberté d'importuner d'être des alliés des porcs, c'est-à-dire de contribuer à la culture du viol en faisant le jeu des agresseurs. Alors, comment peuvent-elles, comment peut-on, sans se contredire, me reprocher de dire qu'on peut être une femme et nuire au féminisme tout en faisant exactement la même chose? De quel droit s'attribue-t-elle une immunité féministe qui les dispense d'affronter les critiques qu'elles-mêmes répandent allègrement? Parce qu'elles sont des femmes et moi un homme. Mais les signataires de la tribune incriminée jusqu'à nouvel ordre étaient aussi des femmes et se vivaient comme différemment féministes, mais pas moins. Alors qu'est-ce qui les autorise à fuir les reproches qu'elles dispensent elles-mêmes? Rien du tout. Contrairement aux apparences, la dernière accusation, selon laquelle j'instrumentaliserais le féminisme pour servir un agenda discrètement raciste et uniquement soucieux de la préservation des privilèges des hommes blancs, eh bien cette dernière accusation, contrairement aux apparences, est en fait la plus intéressante. Là encore, j'ai écrit en toutes lettres que mon propos sur la culture du viol valait, pardon de me citer encore, quels que soient les caractères, les circonstances, les situations sociales et les cultures en présence. Or, on m'accuse d'avoir soutenu que la culture du viol, c'était la culture des autres, en l'occurrence celle des musulmans. Mais où et quand ai-je écrit une connerie pareille? La falsification ne mérite pas de commentaires, mais ce qui compte au-delà de mon pauvre cas et ce qu'il faut questionner, ce sont les raisons de ce geste et de sa récurrence aujourd'hui. Que cache la tentative permanente de diabolisation, la volonté de déceler du racisme anti-musulman, par exemple, derrière tout propos critique envers les prises de parole de l'association Lalab ou le voile islamique, sinon un désir d'intimider celui ou celle dont l'engagement féministe est sans tabou, ni pitié pour les intégristes, quelle que soit leur religion, qui prétendent régenter le corps des femmes. Qu'y a-t-il d'islamophobe, s'il vous plaît, à s'interroger sur les propos tenus par la sociologue Nassira Ghenif lors de rencontres organisées par la LAB, qui expliquait doctement que si on cherche à sauver les femmes du voile, mais pas les hommes de la circoncision, c'est, je cite, « parce qu'on cherche à s'approprier le corps des femmes ». La logique, rendre les... C'est exactement le problème, et c'est exactement la fausse question. Vous êtes qui? C'est exactement le problème. La logique, quelle est la logique de Nassira Ghenif? Rendre les femmes voilées comme les autres. Alors, attendez. Excusez-moi. J'en reviens à l'exemple que je vous donnais. Qu'y a-t-il d'islamophobe à s'interroger sur cette comparaison? C'est-à-dire sur le fait de dire que si on cherche à sauver les femmes du voile mais pas les hommes de la circoncision, c'est parce qu'on cherche à s'approprier le corps des femmes. La logique? Rendre les femmes voilées comme les autres, disponibles à la prédation? Est-ce le fait de relever dans ces mots un parfait exemple d'antiféminisme doublé de culture du viol, ou le fait de noter que comparer le voile à la circoncision revient à nier la dimension patriarcale des religions en soutenant implicitement qu'hommes et femmes y seraient traités à égalité, ce qui n'est pas vrai, ce qui n'a jamais été vrai? On peut évidemment s'opposer à la circoncision, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une pratique utilisée au service d'une domination systémique des hommes, ni associée à un discours imposant à travers un commandement divin, un idéal de pudeur strictement féminin. À aucun titre, on ne peut mettre les deux sur le même plan. Quant au fait de présenter explicitement les femmes non voilées comme des proies disponibles à la prédation, et donc à l'inverse, le voile comme une protection contre les agresseurs, ce fait-là, cette parole-là, s'inscrit dans la plus pure tradition de la culture du viol. Quelle différence entre Nassira Ghenif, qui présente le voile comme une façon de se soustraire à la prédation des hommes, et le salaud, le salopard, le porc, qui dit en même temps, vu la longueur de sa jupe, elle l'a un peu cherché, la salope? Aucune. Dans les deux cas est établie une corrélation explicite entre les choix vestimentaires, ici le voile, et les agressions, ce qui revient in fine à faire porter la responsabilité de l'agression sur la victime. La solidarité paradoxale d'une certaine radicalité féministe et d'un machisme ordinaire doit constamment nous étonner. La vigilance n'est pas dans le fait d'ériger des remparts contre un tel syncrétisme, mais dans le fait de ne jamais s'y habituer. Si vous me permettez, je vais finir, après vous pourrez m'interrompre. La vigilance n'est pas dans
dans le fait d'ériger des remparts contre un tel syncrétisme, mais dans le fait de ne pas s'y habituer, jamais, et de persister dans l'étonnement devant la sainte alliance du pire et des bons sentiments. Je vous laisse écrire pire comme vous voulez. Cette instrumentalisation de l'antiracisme pour dédouaner des discours misogynes, qu'on ne juge indéfendables que lorsqu'ils sont énoncés par des adversaires ou des membres d'un groupe dit dominant, n'a rien de surprenant. Elle rejoue une contradiction déjà vécue par les féministes intersectionnelles américaines qui, dans les années 70, déploraient que beaucoup de femmes noires américaines sacrifiassent leurs droits de femmes sur l'autel de la lutte antiraciste, estimant que le sexisme était insignifiant comparé à la réalité plus dure et plus brutale du racisme, et s'accrochant à tort à l'espoir que l'émancipation de l'oppression raciale suffirait à les libérer. L'objectif des féministes intersectionnelles de l'époque était de refuser de reléguer les revendications féministes au second plan et de montrer que l'émancipation des femmes noires ne pourrait se faire qu'en luttant simultanément sur les deux fronts, antiracistes et féministes. Or, au XXIe siècle, des militantes sans vergogne qui se réclament des anciennes féministes intersectionnelles se servent de l'antiracisme pour faire taire les critiques adressées à des discours objectivement misogynes ou patriarcaux. L'histoire ne manque pas d'ironie. Qui est hypocrite ici? Est-ce que c'est celui qui refuse, et refusera toujours, n'en déplaise à ses adversaires, de laisser enfermer sa parole dans l'identité d'homme blanc à laquelle on essaie de la réduire? Ou bien les militantes qui, par exemple, encensent une BD féministe, souvenez-vous, Montrez-moi ces seins que je ne saurais pas ne pas voir, de la dessinatrice Emma, où l'auteur fait une analogie entre le soutien-gorge et le voile pour banaliser le port de ce dernier, mais qui crie aussitôt à l'islamophobie à la minute où l'on propose de prendre modèle sur les féministes des années 70 qui criaient « Burn your bra », brûlez vos soutifs, pour déconstruire la symbolique patriarcale associée au voile. Qui est hypocrite? Celui dont le féminisme et l'antiracisme sont des universalismes, ou bien celle qui, voyant derrière cet universalisme un ethnocentrisme d'occidental privilégié, revendique des droits différenciés et spécifiques sur un sol républicain? On me pardonnera donc, ou pas, d'être trop camusien pour croire aux révolutions définitives et aux idéologies qui présentent comme un mal nécessaire mais provisoire la multiplication des initiatives cloisonnantes et qui prétendent que tout va mieux quand la société est travaillée par des tensions communautaires accrues. On me pardonnera aussi, peut-être, d'estimer que l'esprit critique n'a pas de sexe, qu'un féminisme qui juge la pertinence et la légitimité d'une parole en inspectant le contenu des slips plutôt que celui des arguments file un mauvais coton, et que le refus de se parler, l'incapacité à s'écouter, est un jeu dangereux où personne ne gagne jamais. Merci de votre attention.